faut ouvrir des espaces. Et pour ouvrir des espaces, il faut rapprocher des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Et le jour où on prend des opposés et qu'on les met ensemble, il y a des nouveaux possibles qui s'ouvrent. C'est ce que j'essaie de faire, cette volonté de créer ces espaces de liberté pour tracer des chemins, et ce que j'aimerais qu'on soit plus nombreux à faire. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Théo Scoubla, entrepreneur engagé et créateur de chemins alternatifs pour lui, mais aussi les autres. Bonjour Théo. Salut. Alors Théo, je suis particulièrement heureux de t'accueillir à ce micro aujourd'hui parce que ton parcours incarne avec force ce que ce podcast cherche à explorer, nos chemins de transformation. Et chez toi, cette transformation, elle est à la fois intime et collective. Elle part d'un travail sur soi pour s'incarner dans un projet de société et cela me touche profondément. Alors laisse-moi le retracer, ce chemin. Tu grandis à Fonsorbes, non loin de Toulouse, au sein d'une famille modeste, baignée dans la discrétion de ce que tu appelles les petites gens, mais aussi les injonctions silencieuses du déterminisme social. Tu es un fils unique, choyé, mais aussi traversé très jeune par une apnée émotionnelle qui te conduit à une dépression à tout juste 11 ans. Une épreuve fondatrice qui te permet, grâce à la thérapie, de te reconnecter à tes émotions et d'en faire une boussole intérieure. Adolescent, tu jongles entre performance scolaire et besoin de reconnaissance. Intello entouré, tu apprends à limiter ton vocabulaire pour t'intégrer sans jamais renoncer à ta soif d'expression. Cette dernière, tu la trouves dans la musique. La guitare devient ton refuge, ton exutoire, ton terrain d'improvisation. Tu y découvres la liberté d'être pleinement toi-même. Élève brillant, tu intègres la prestigieuse prépa Louis-le-Grand où tu touches du doigt l'élitisme parisien. Et avec lui, une lucidité aiguë, tu as franchi les mailles du filet, mais le filet est toujours là. Cette conscience politique presque douloureuse nourrit une colère fertile. Elle devient un moteur, tu refuses que la réussite se transmette par héritage, tu veux créer un système où l'élévation de l'un n'est pas une exception, mais une opportunité pour tous. C'est ainsi qu'en 2015, encore étudiant à l'ESCP, tu crées Each One, après une rencontre marquante avec un jeune réfugié syrien. Chez toi, l'intuition précède souvent la réflexion. Tu ressens avant de conceptualiser, et tu agis. Each One naît donc de cette intuition simple mais puissante. Personne ne devrait être défini par son passé migratoire, encore moins être écarté des opportunités économiques pour cette raison. Depuis, Each One agit aux côtés de grandes entreprises françaises pour permettre à des milliers de personnes réfugiées et nouveaux arrivants d'accéder à un emploi durable et à une reconnaissance sociale. C'est un véritable projet de société que vous déployez à l'intersection du social, de l'économique et de l'humain. L'inclusion devient ton combat, tu passes d'une association à une entreprise, à mission, tu lèves des fonds, tu structures, tu déploies et surtout, tu redonnes du pouvoir d'agir à des milliers de personnes. Mais ce chemin n'est pas linéaire. En 2018, l'épuisement te rattrape, burn-out. Tu apprends à poser des frontières, à te désidentifier de ton projet, à préserver Théo au-delà du fondateur, car tu le sais, pour prendre soin du monde, il faut d'abord prendre soin de soi. Aujourd'hui, tu continues d'agir, mais avec plus de distance, plus d'écoute, plus de conscience, et toujours cette même question qui t'habite depuis l'enfance. Pourquoi pas moi ? Une question qui devient pour tant d'autres, grâce à toi, pourquoi pas nous ? Bienvenue sur le chemin Théo. Oui, merci de m'inviter dans ce podcast et merci pour cette introduction très fidèle, je trouve. Super, précisément j'ai envie de te faire réagir un peu sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Qu'est-ce que tu ressens à la réécoute de ce parcours ? Je trouve effectivement que tu as bien encapsulé le tout dans un fil rouge autant émotionnel que d'action, hein. Je pense que très vite j'ai été ému par l'action et la volonté de créer, sauf que cette action et cette volonté de créer, cette volonté de projeter un chemin, de m'autodéterminer, elle s'est faite en empathie avec mon entourage, en empathie avec les autres. Et pendant longtemps, tu parlais de ma dépression à 11 ans, etc. Le rôle de l'émotion chez moi, c'est quelque chose qui est tardif, on va dire. Je pense que j'ai longtemps été parce qu'intello et tout ça, persuadé que j'étais un cérébral et que en réalité tout se passait au niveau de ma tête. Alors qu'en réalité je suis un émotionnel et un intuitif comme tu l'as souligné et que les choses viennent souvent du ventre avant de la tête. Alors après je conceptualise vite, j'aime les concepts, j'aime poser des définitions, j'aime les mots.
Mais effectivement, c'est quelque chose de juste que tu as souligné et que j'ai appris, je pense, trop tard. Je pense qu'on l'apprend tous trop tard. Ou en tout cas, j'aurais aimé l'apprendre plus tôt parce que c'est tellement une force, sa capacité d'être connecté à ses propres émotions. Et la connaissance de moi-même a été effectivement un outil important pour comprendre quel était le lien entre mon combat personnel, mon ambition personnelle, ma volonté d'émerger, de m'émanciper, de ma propre histoire aussi, de créer, et le combat collectif que je porte, qui se fait aussi en miroir chez des individus et qui veulent aussi s'émanciper, trouver leur chemin et voilà, tracer leur route. Super, bon, on aura effectivement l'occasion d'en reparler, de comment on se reconnecte à ses émotions et comment on écoute peut-être plus son corps et aussi sa tête, mais également son corps. Moi, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser qui me brûle un peu les lèvres. Tu dis souvent que ton envie d'agir vient d'une forme de révolte contre le déterminisme social. Est-ce que tu te souviens du tout premier moment où tu t'es dit « pourquoi pas moi » ? Alors c'est marrant, on m'a jamais posé cette question et je vais te dire l'image à laquelle je pense et tu as peut-être trouvé ça, je dirais, drôle. Je pense que c'est un jour où je pense que j'étais assez petit, je devais être au primaire. Et on regardait souvent la télé avec mes parents. Moi, j'ai beaucoup regardé la télé. Je fais beaucoup d'éducation populaire et même culturelle grâce à la télé. Ça a été très structurant chez moi. Et je regardais le journal de TF1 de Claire Chazal. Je pense que j'ai jamais dit à personne ça. D'accord. Et je regardais effectivement ce journal et je me suis dit, je me souviens ce jour-là, mais qu'est-ce qu'elle a fait Claire Chazal pour être la première présentatrice du premier JT de France? Et du coup, je me souviens avoir cherché sur Wikipédia à l'époque et d'avoir essayé de déconstruire et de remonter, de faire une généalogie de son profil. Et je m'y suis identifié. On venait pas du tout du même lieu. J'ai compris qu'elle avait fait HEC, mais j'ai compris qu'il y avait une forme de voilà que son parcours professionnel s'est déconstruit étape par étape et que de cette même manière, en réalité, étape par étape, je pouvais aller n'importe où. Ouais. Et by the way, qu'est-ce qu'on fait pour être présentateur télé et pour arriver à un rôle de premier plan, puisque c'est un rôle visible, comme le sien. Et puis après, je me suis posé cette question avec plein d'autres personnes. Et j'ai commencé à me dire qu'à la fin, tous les parcours peuvent être impressionnants quand on regarde leur destination, la photographie finale, mais on oublie souvent qu'il y a un chemin avant cette photographie, et qu'à partir du moment où il y a un chemin, et tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, alors dans ces cas-là, tout est possible. Et donc très vite, j'ai à la fois, je pense, par, je dirais, ce raisonnement à deux balles, d'un côté, et de l'autre côté, une interrogation plus métaphysique que j'ai eue, je pense, assez petit, d'être émerveillé par le monde, conscient de notre mortalité, et donc de l'unicité de notre vie. J'étais pas spécialement religieux quand j'étais petit ou croyant. Je pense que je suis plus spirituel aujourd'hui que ce que je l'étais quand j'étais petit. Et donc j'avais une forme, je pense, déjà d'urgence qui commençait à naître aussi, de me dire t'as qu'une vie, donc il faut que tu choisisses où tu mets le poids de ton corps. Et donc je pense que c'est ces deux choses, cette identification, cette généalogie des chemins, et de l'autre côté la conscience de notre vanité, qui a fait que je me suis dit que en réalité tout était possible. Alors tu sais, Théo, ce podcast, il traite de la transformation et j'étais curieux de savoir comment toi, tu avais dans un premier temps pris conscience du potentiel de transformation que tu avais en toi et justement comment tu avais procédé pour trouver ton chemin. Je pense que j'ai mis du temps à trouver mon chemin, déjà. C'est très logique quand tu l'expliques en introduction. Ça a été beaucoup moins, pour moi en tout cas, parce que j'ai tâtonné. Comme tu le dis, qu'en 11 ans, les émotions remontent parce que je les avais, je pense, par mimétisme aussi, gardées à moi, et que je me rends compte qu'il faut que j'exprime mes émotions pour pas, en réalité, imploser en les enfermant toutes ou en les refoulant. Je comprends en réalité à ce moment-là qu'il y a une posture qui va me sauver la vie, c'est de passer du timide que j'étais tout petit à l'extraverti que je suis aujourd'hui. Et ce faisant, je pense, une part encore plus active dans la structuration aussi de mes relations sociales, dans la façon dont je pense je me présente aux autres. Et après, j'ai un peu tracé le trait tout droit. J'ai été bon élève parce que je pense que c'était aussi un schéma de récompense que j'avais internalisé avec mes parents. Mes parents ont été très aimants, accompagnants, je pense irréprochables. J'ai eu des parents exceptionnels que j'aime beaucoup. Et ils ont eu aussi ce rôle, comment dire, cadrant dans mes études. Donc j'ai un peu avancé à vue de nez, mais j'ai compris que c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, avec cette conscience de ma liberté qui a commencé à arriver, je me suis investi encore plus aussi dans la musique au même moment. Je sais pas si je me suis investi dans la musique parce que j'avais envie d'exprimer ma liberté, ou si j'ai développé une envie encore plus forte d'exprimer ma liberté et ma créativité parce que j'ai fait de la musique. Il se trouve que ça a coïncidé et qu'à l'adolescence, ça a représenté un déclic incroyable dans ma vie, puisque j'ai découvert l'état de flow. J'ai compris très tard qu'on pouvait mettre ces mots dessus, mais c'est ce que je ressentais en tout cas, l'impression d'être dans le présent, moi-même, parfaitement aligné, au bon endroit.
Et ça, je pense que j'ai que cherché derrière à cultiver ce sentiment de flow que j'ai trouvé par la musique, en essayant de trouver et de concilier le pragmatisme de cette injonction. Il faut trouver de la sécurité financière, il faut construire son chemin, il faut trouver un taf, il y a des études derrière, donc il y a plein de questions très logistiques à se poser, qu'on est amené à se poser dans son parcours, potentiellement avec l'angoisse aussi de vivre à un bon niveau de vie quand on n'a pas forcément le schéma de grandir parmi les riches, entre guillemets, et l'autre côté, cette volonté de créer qui est une force folle. Et cet état de flow dont tu parles, en fait, tu t'en es rapproché par dessein ou par vocation ou par accident du chemin? En fait, comment t'es arrivé à cet état de flow dans lequel, a priori, tu sembles être aujourd'hui? Je pense que je m'en suis rapproché par nécessité. Je pense que j'étais un enfant un peu en décalage. Pas en décalage social, parce que j'ai très vite, je pense, appris à m'adapter, à mettre les bons masques, à me faire plein d'amis. Puis j'étais très sociable, etc. Mais j'étais un peu en décalage parce que quand j'étais plus petit, je me posais pas exactement les mêmes questions que les autres enfants. Ça me faisait de la peine. Quand j'avais 6-7 ans, je me posais des questions sur l'infini et ça m'obsédait. Et j'avais pas forcément d'écho. Et donc je me suis aussi senti beaucoup seul, en fait, malgré tout, bien accompagné et un peu seul, je pense. Et je pense que l'abstraction de la musique et le plaisir immédiat, la force vitale qu'il y a dans la musique, ça a été évident pour moi comme refuge, comme lieu d'épanouissement, autant cérébral qu'émotionnel. Et donc ça a été, je pense, un super déversoir, un super lieu pour moi, la musique. Et après, mon père aussi était un fan de musique. Oui, j'allais dire comment elle s'est fait cette rencontre. Et je pense que j'ai rencontré la musique principalement grâce à mon père, qui est un grand mélomane, qui s'est jamais défini comme tel, je pense. Quand j'étais petit, à l'âge de 4 ans, je suis allé voir mes parents pour leur dire je veux faire ça, en voyant un accordéoniste jouer. C'est comme ça que je me suis mis à l'accordéon, en réalité. Et puis après, j'étais déçu du conservatoire. J'étais déçu parce que j'ai raté là où on voulait me pousser à passer des concours, alors que moi, j'avais jamais vu la notion de performance dans la musique. Et finalement, je suis quand même revenu à la musique parce que c'était cet appel vital qu'il y avait en moi. J'ai pas réussi à arrêter plus d'un an. Je me suis mis à la guitare électrique avec mon meilleur pote. Et là, j'ai pu me désacadémiser, en tout cas désacadémiser mon rapport à la musique et découvrir la grande zone de liberté que ça m'offrait, encore plus que ce que j'avais pu déjà voir dans le passé. Dans quelle mesure aujourd'hui tu as le sentiment de t'être rapproché de qui tu es vraiment? Le thème de ce podcast, c'est libère ton potentiel, deviens qui tu es vraiment, pas nécessairement la meilleure version de soi-même, qui est toujours ce côté un peu performatif, de toujours faire plus et mieux que ce qu'on est, mais précisément juste redevenir qui on est. Est-ce que toi, tu as ce sentiment aujourd'hui d'être au plus proche de toi-même? Oui, et d'être en chemin encore. Je sais pas si je suis plus proche de moi-même, mais tous les jours, j'essaie de me rapprocher un petit peu. C'est pas facile de sortir de ces mauvaises habitudes, de ces schémas avec lesquels on a grandi. On est plein de névroses, hein. Mais il y a un jour, en tout cas, je sais pas quand, ces 10 dernières années, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, et dans ces 10 dernières années, au sortir de la prépa, je me suis vu porter des masques. Peut-être parce que j'ai fait une psychanalyse, j'avais un désir d'explorer à l'intérieur de moi. Et je me suis vu porter un masque. J'étais très anxieux comme personne. J'avais vraiment beaucoup d'angoisse. J'ai toujours été très anxieux. Mais là, ça me pourrissait un peu la vie à cette période. Et donc, ça m'a forcé aussi à regarder de plus près. Et j'ai vu que tous ces masques, ils me prenaient beaucoup d'énergie. Que j'étais constamment en train de plaquer une image de moi-même vers les autres, très contrôlée. Et que cette inadéquation entre l'image que je renvoyais et moi, au-delà de mon côté de l'énergie, elle me crée un vertige chez moi qui était une de mes sources d'angoisse. Ce faisant, je pense que j'ai commencé à apprendre à m'en foutre un peu. Qu'est-ce qui a été un petit peu le pivot qui t'a permis à commencer à t'en foutre, justement? Parce que ça peut être un peu vertigineux, finalement, de sortir de toutes ces injonctions sociales, familiales, professionnelles. Oui, je pense que ça s'est accéléré, en tout cas. Ça a été progressif à partir de mes 18, 19, 20 ans. C'est quelque chose de continu, de progressif. Je pense que ça s'est fait un peu du regard des autres, qui pouvaient peut-être parfois renvoyer sur moi ce que je ressentais, ce constat difficile que j'étais peut-être trop dans le paraître. Et quand vous êtes dans le paraître, vous connectez moins bien avec les gens autour de vous. Vous le voyez, vous le ressentez. Sauf que parfois, quand vous avez appris à porter des masques, à vous adapter, vous suradapter, vous vous rendez pas compte que vous êtes dans le paraître. Donc vous êtes un peu faux. La peur, c'est quoi? C'est d'être exclu. Comme on a peur d'être exclu, on a peur de pas être accepté comme on est. Eh bien, on met des couches. Ces couches, quand on en met trop, elles se voient. Et moi, j'ai découvert que j'avais mis des tonnes de couches. Et que ces couches, elles me mettaient à distance parfois des autres, à certains moments.
Et je me suis surtout rendu compte que ces couches, elles me mettaient à distance de moi-même. Et quand je fais un burn-out en 2018, j'avais 22-23 ans. Je gérais une association avec des employés. De l'autre côté, j'avais créé une boîte. Je gérais les deux en parallèle de mes études. Et il se trouve en plus que j'avais des difficultés financières avec l'asso. J'avais des employés que je pouvais plus payer. J'avais des problèmes de dette côté de la société parce qu'on s'était organisé avec mon associé Max un peu comme n'importe comment. Bon voilà, comme des gros débutants, ce qu'on était par ailleurs. Et on s'est vautré comme on se vautre quand on est débutant, sauf que parfois ça fait mal de se vautrer. Et donc au moment où on manque de détruire tout ce qu'on avait déjà construit depuis 3 ans, à la fois l'association, le projet, qui était en plus au moment où je me posais des questions personnelles sur ma posture de ce jeune ambitieux qui voulait être dirigeant, entrepreneur, qui n'avait pas forcément mis les mots dessus et qui était peut-être sursapé aussi au passage. Quand on met autant de couches externes, internes, etc., ça commence à peser. Et donc, quand je trouve les solutions avec mon associé, mes équipes, pour que finalement on sorte de nos problèmes financiers d'association d'entreprise, là, les nerfs lâchent. Ouais. Et je m'essouffle, en fait. J'étais épuisé. Et je pense que cet épuisement, c'est dans les moments de difficulté, dans les moments dans lesquels on a tiré sur la corde, qu'on se rend compte qu'il y avait peut-être certaines choses qui étaient en trop et que si on s'est retrouvé dans cette situation, c'est pas par hasard. Et donc, je pense que ça a accéléré cette prise de conscience, toujours aussi grâce et avec les personnes qui m'ont entouré, qui m'ont accompagné et qui m'ont servi de miroir pour avoir cette maïotique. Ce travail, c'est difficile de le faire seul. Ouais. L'introspection, j'arrive pas à le faire seul. Alors j'écrivais sur des carnets souvent, je me souviens quand j'étais en prépa, dans les moments avec le plus d'émotions, le plus de difficultés, ce que je fais toujours pour essayer d'assembler, organiser mes pensées, ou parfois les mettre à distance. Mais à la fin, ça reste dans des discussions, dans des échanges que ça s'est fait. Tu as commencé à en parler un petit peu de quelques habitudes, quelques rituels que tu as mis en place pour essayer de te rapprocher de toi-même. Est-ce que justement tu peux peut-être un peu élaborer davantage sur ces rituels, ces habitudes, ces influences, peut-être des rencontres qui ont été déterminantes pour toi dans ton chemin de transformation? Un jour, je me souviens, j'étais dans un mentorat. Je passais mon temps à me poser la question avec qui je dois m'entourer, qui doit être à mes côtés pour me permettre d'aller plus loin, permettre à mon projet d'aller plus loin, de grandir, etc. Et il y a un de mes mentors, dans le cadre d'un de mes premiers incubateurs, donc ce mentor de la Blue Factory, incubateur de l'ESCP, un jour commence à m'engueuler. Il m'a dit, mais Théo, mais en fait, si tu me dis pas ce qui va pas là, ce sur quoi tu pêches, je peux pas t'aider, moi. Et en fait, j'étais toujours en train de lui vendre le projet, comme si je voulais le convaincre. Mais peut-être parce que j'avais besoin de cette approval, de cette réassurance, de ce feedback qui me dit c'est cool Théo, t'es sur le bon chemin, continue. Sauf que là, c'était pas le but du jeu. Le but de ce mentorat, c'était justement de progresser sur ce qui devait progresser. Et il se trouve que si j'étais rentré dans cet incubateur, j'avais déjà convaincu tout le monde dans l'incubateur, donc c'était plus à faire. C'est bon. Je suis passé de l'autre côté du filet à nouveau, donc j'ai pas besoin de repasser un énième test comme si j'étais un oral. Non, il fallait que je parle de ce qui fâche. Et je sais pas, ça m'a bousculé, parce qu'il s'énervait contre moi. Je sentis que ça me mettait en colère. Et ça m'a marqué. Aussi comme quand je suis sorti de mon burn-out 3-4 mois après, et que la directrice de ce même incubateur, Maëva, m'envoie une lettre qui me fait prendre conscience que j'étais en train de gâcher mon potentiel, parce que je mettais pas mon énergie au bon endroit. Elle l'a dit d'une si belle manière. En lisant sa lettre, j'ai eu un déclic. Et j'ai compris, encore une fois, ce miroir entre le potentiel des personnes qu'on essaie de révéler avec Each One et qu'on accompagne depuis des années, et le mien. Et j'ai compris que je m'étais trompé. Et donc, il n'y a pas une seule solution. Disait alors cette lettre? Donc, il faut savoir que la façon dont on formulait notre mission au début, il y a 10 ans, quand on a créé Each One, et que Each One était encore une association, comme tu le soulignais, avant qu'on devienne une entreprise, c'était redonner vie au potentiel des personnes réfugiées. Je me souviens, il y avait cette phrase. Et donc, je passais mon temps à dire qu'on travaillait pour redonner vie au potentiel des personnes réfugiées. Et elle a souligné, en remployant les mots que j'employais au quotidien, le fait que j'étais en train de tuer mon propre potentiel. Et elle l'a si bien formulé, si bien connecté à ce qui me mettait en mouvement, qu'elle a fait ressortir une absurdité qui était si grande que ça m'a foutu un coup de pied au cul formidable. Et ça m'a donné l'énergie de me relever du jour au lendemain au moment où j'ai lu cette lettre et de redémarrer. Mais de redémarrer autrement. Et c'était quoi cette absurdité en substance en fait? C'est-à-dire que je suis en train de vouloir révéler le potentiel des uns et des autres, et aussi le mien au passage, et je fais tout le contraire. En fait, je fais tout le contraire.
Alors certes, j'accompagnais des personnes, et personnes, pour le coup, j'ai toujours accompagné, mais si je suis en train de détruire ma structure, en détruisant mon propre potentiel D'accord. et en m'auto-sabotant, alors quel est le devenir de la mission de ma structure qui est de redonner vie au Ouais. potentiel des personnes réfugiées si la structure disparaît? Et donc effectivement, j'ai une forme d'aporie totale de cette contradiction entre là où je place mon énergie et le cheminement de mon action et le chemin que je voulais suivre. Mhm. En fait, Mhm. je n'étais pas du tout sur le bon chemin. D'accord. Et donc ça m'a réorienté et ça m'a permis de me relever aussi parce que j'étais aussi en train de continuer à me gaspiller en restant totalement atone dans mon burn-out. Non pas que on n'a pas le droit de se reposer après un burn-out, mais c'était le bon moment. Voilà, cette, Ouais, cette, cette ouais. phrase a permis de mettre un point, de dire ben non, mais on passe à autre chose, on se relève différemment et on apprend. OK. Donc quelques rencontres déterminantes. Et est-ce que tu as développé des routines, des habitudes, des choses qui t'aident vraiment dans ton quotidien? Ouais, il y a une habitude et j'adore cette expression, c'est celle du perchiste. Un excellent perchiste, c'est le perchiste qui sait que pour réussir son entraînement et devenir un meilleur perchiste, tous les jours, il doit déterminer la valeur du saut qu'il doit faire. Et c'est pas parce qu'il saute 2 fois moins haut ce jour-ci qu'il a raté son entraînement. Le bon perchiste, c'est celui qui sait dire « Aujourd'hui, je saute que 2 mètres parce que demain, je vais battre mon record et dépasser les 4 mètres. » Et cette réévaluation, tous les jours, de où je suis, ça m'a aidé à devenir endurant. Et ça m'a aidé juste le fait de me poser la question, d'être connecté à moi-même constamment, à mes émotions, à me situer, à déterminer si j'étais en train de tirer sur la corde, de me mettre dans le rouge Ouais. ou pas, mais surtout de stabiliser mon énergie au niveau émotionnel. Et donc ça m'a permis d'être quelqu'un de beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable et beaucoup plus endurant. Et je pense grâce à cet exercice que je pense que tout le monde peut répliquer dans son quotidien. Savoir mesurer son Voilà, effort, ça mesurer son pace yourself comme effort, disent voilà, les anglo-saxons. prendre son pouls, Ouais. ça m'a aidé et ça m'a été extrêmement utile. Ça m'a permis de pas m'oublier, de me resituer, de sortir d'une logique sacrificielle pour aller dans une logique plus équilibrée. Et en construisant l'équilibre, c'est pas juste qu'on est plus endurant dans le marathon, mais aussi on renvoie pas du tout les mêmes choses autour de soi et donc Ouais. on construit aussi un équilibre autour de soi et quelque chose de plus stable. Ouais. Et comme tu le disais toi-même, enfin très difficile de s'occuper des autres et de prendre soin des autres quand on s'est pas déjà Évidemment, occupé de soi-même, quoi. évidemment. Théo, dans ton chemin, tu as rencontré pas mal de moments de doute, d'incertitude, de difficultés, peut-être liés aussi à des critiques, des jugements que tu as pu recevoir. Comment toi, tu les as adressés, surmontés ces moments de doute, d'incertitude? Alors déjà, il y a différents types de doutes. Il y a des doutes que je peux avoir dans mon identité d'entrepreneur, il y a les doutes que je peux avoir dans l'identité de Théo Skubla, et il y a les doutes que je peux avoir vis-à-vis de mon projet entrepreneurial, qui sont 3 choses différentes, parce que l'entrepreneur, c'est celui qui a vocation à créer plusieurs entreprises, à entreprendre des choses toute sa vie. Les doutes vis-à-vis du projet, c'est limité au temps du projet, dont on ne connaît pas encore la durée, dont on espère qu'elle sera la plus longue possible, et les doutes vis-à-vis de moi, ils sont un petit peu, ils dépassent cette identité dans laquelle parfois on s'enferme, qui sont celles de l'entrepreneur, et qui viennent plus de la question, comment je veux positionner mon être au monde, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être, avec qui j'ai envie d'être, qu'est-ce qui me fait du bien, voilà. Je partirais d'un doute, moi, qui a été souvent là, c'est le doute aussi juste vis-à-vis de mon propre projet, des critiques que j'ai pu avoir. On crée un projet qui est extrêmement... voilà, on n'a pas le vent de face. On crée un projet qui touche aux questions de migration. On essaie d'apporter du pragmatisme là où c'est extrêmement polarisé. Bref, c'est brûlant et quand c'est brûlant, parfois on se brûle. Et donc, ça m'est pris plein la gueule, de toutes parts. Parce qu'on était tantôt l'entrepreneur qui veut se faire de l'argent sur le dos des réfugiés parce que le capitalisme, ça peut pas être compatible avec le social. Et donc là, d'expliquer, de faire de la pédagogie sur son rôle d'entrepreneur à impact. Et tantôt, on est un raciste anti-blanc quand on rentre dans le vocabulaire de l'extrême droite qui, effectivement, veut à tout prix fracturer, dissocier, séparer, là où nous, notre rôle, notre volonté, c'est de rapprocher, réconcilier, faire ensemble. Dans ce cadre-là, il y a un truc qui a été fondamental chez moi, c'est la vision qu'on a posée au départ. Et les fondamentaux derrière de l'entreprise qui supportent cette vision. J'ai jamais dérogé et perdu la confiance sans borne, quasi inconditionnelle, derrière cette vision. Cette vision qui est simple, qui est que quand il y a des personnes d'un côté qui, en réalité, peu importe leur origine, peu importe leur âge, représentent un potentiel et que la société n'a pas pris la mesure de ce potentiel, mais que de l'autre côté, il y a des entreprises qui ont des besoins de recruter dans tous les métiers, de peu à très qualifiés, et qui a un grand manqué, mais que ce grand manqué, si on le résout dans tous les cas, tout le monde y gagne. Ça c'est une constante
C'est une vision qu'on pose et ce système gagnant-gagnant qu'on veut créer, c'est à la fois une volonté, mais à la fois un état de fait de cette création de valeur qu'on a déjà vue et qui fonctionne dans tous les cas. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous porte, c'est à la fois la société qu'on veut créer, une société plus inclusive, qui est gagnante, plus pragmatique, parce qu'elle arrive à réconcilier l'intérêt des uns avec l'intérêt des autres, l'intérêt économique avec l'intérêt social, la réussite d'une personne réfugiée avec la réussite d'une entreprise, et la réussite de tous à la fin. Ça, c'est ce qui nous met en mouvement, ses croyances, ses convictions, et ça nous permet de passer à peu près tout. Derrière, tout le reste, c'est qu'une question de moyens. Donc à partir du moment où on a la finalité en tête qui est claire, il faut parfois réadapter les moyens, réajuster. On n'a pas pris le bon chemin, on n'a pas trouvé la recette. Parfois la conjoncture est difficile, c'est le cas en ce moment. On a levé des fonds, mais on n'a pas bien employé de manière optimisée les fonds qu'on a levés à la première levée. Donc il faut relever, etc. Mais ça se réajuste. Et ça se réajuste pourquoi ? Parce que, on sait que tout est de l'ordre du moyen et pas de la fin. Et que quand on a un problème en face de soi, il y a forcément une solution. Parce que, je reviens à cette croyance qui m'a beaucoup structuré, tout est possible. Donc si tout est possible, on va trouver la solution et on va trouver le moyen, puisque ce n'est que de l'ordre du moyen. Et donc effectivement, on a toujours trouvé les moyens. Quand bien même on était dans l'effort, ça nous a permis de persévérer, cette vision et à la fois cette conviction que tout est possible. Et ce faisant, on s'est toujours sorti des grosses galères dans lesquelles on s'est mis. Mais on a persévéré, parce qu'on était engagé dans notre être, derrière une vision que rien ne pouvait remettre en question. Donc intéressant en fait cette encre des valeurs, des éléments de culture, de la vision, de la mission de l'organisation, et on peut aussi faire le parallèle avec la personne physique. Tu parles des personnes morales ici, mais de la personne physique qui elle-même aussi, dans ces moments de doute où ça tabasse bien et que c'est compliqué, va se référer en fait à ses fondamentaux, c'est-à-dire qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelle est la vision de mon existence, comme tu disais, comment tu te projettes. Ça peut être une encre aussi qui peut permettre de bien surmonter les difficultés. Oui, et après, c'est de réussir toujours à retrouver une nouvelle énergie en soi pour rebondir après une phase difficile. Parfois, je me suis posé la question, je me suis dit jusqu'où je vais réussir à me relever de la prochaine claque, parce qu'à force de se prendre des claques dans la gueule, on dit ce qui vous tue pas vous rend plus fort, mais on a aussi un capital résilience, on peut dire qu'il s'amenuise et à un moment donné c'est trop. Et parfois ça m'est passé par la tête, dans les moments de down, me dire faut-il que j'abandonne, faut-il que je lâche. Et à la fin je me suis dit mais non, en réalité pour toutes ces raisons je vais continuer. Mais c'est aussi je pense parce que j'ai réussi après chaque difficulté à retrouver, à repuiser de l'énergie en moi, en me reprojetant et en refaisant ce travail de tracer de chemin qui m'a permis de me remettre en mouvement. Je pense que si j'étais resté statique, si j'étais resté dans la difficulté du quotidien, ça marchait pas. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la prise de recul et de me reposer la question, pas où je veux être dans 6 mois, parce que parfois dans 6 mois, l'image est pas beaucoup plus reluisante, mais plutôt de me dire où je serai dans 2 ans, où je serai dans 3 ans, après avoir traversé ça. Et de se dire en réalité que le train passe, mais que la destination est belle. Et ce faisant, se reconnecter à la destination, ça aide dans ces moments-là. Même s'il faut pas non plus se dissoudre dans la destination, parce que sinon on profite plus du chemin et on vit l'angoisse. L'angoisse d'avoir une photographie très précise, et je pense que c'est un peu le cas de tous les CEO. On pose une vision, pose un chemin, on voit très bien là où on veut aller, et parfois on se demande pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi on n'est pas déjà demain. On voit déjà demain comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui c'est pas demain, et ce décalage entre aujourd'hui et demain, il est vertigineux, il fait mal parfois, et donc il faut arriver, trouver le bon équilibre. Et même dans le monde de l'entreprise, essayer de se satisfaire du moment présent également, qui est le seul véritable moment qui existe. Qui est le seul véritable moment qui existe. Et là, la dernière chose effectivement que j'ai pas souligné et qui permet de faire cette synthèse, c'est les autres. C'est les autres, c'est le avec qui. Moi, j'ai une grande chance. Les gens qui nous entourent aujourd'hui dans cette entreprise et qui nous ont entourés. Et je pense que j'ai aussi cherché comme ça avec mon associé. C'est des gens qui nous font du bien. Et moi, mon énergie, je la tire des gens. Je parlais du fait que j'étais extraverti, que je suis devenu extraverti. Et je suis presque tous les jours au bureau parce que j'ai besoin effectivement de cette présence humaine. Et ça, au quotidien, ça fait tenir, ça fait du bien, ça donne envie. Et le sentiment d'être ensemble, faire avec, d'être en collectif, c'est quelque chose qui m'a nourri aussi et qui m'a permis d'apprécier le moment présent quand bien même c'était difficile. Quel impact, toi, tu dirais, avec le recul, peut-être, Théo, ta transformation personnelle ou tes transformations ont eu sur toi-même, dans un premier temps, et puis aussi sur les autres? Déjà, je pense que je suis plus léger aujourd'hui. Je suis à la fois plus serein, plus stable, plus heureux, plus léger. Je dis pas que ma vie est dénuée de pesanteur, parce qu'il y a les responsabilités du travail, parce que j'ai des ambitions toujours plus grandes et que parfois je me pose la question, mais jusqu'où? Et j'essaie encore d'apprendre à rester dans le présent et pas être constamment dans le coup d'après et pas me faire trop de mal en nourrissant ma propre insatisfaction. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai une forme de sérénité, de niveau d'énergie assez constant qui se balade avec moi, que j'emporte un peu partout avec moi, qui me fait beaucoup de bien. Je dirais aussi que tout cela, ça me permet aujourd'hui d'être plus dans le vrai avec les autres.
Chose toute bête, quand on me dit comment ça va aujourd'hui, je circonstancie toujours ma réponse. Je ne dis pas ça va. Le fait de circonstancier, de dire la vérité, d'être vrai avec le fait qu'on puisse avoir des humeurs qui peuvent fluctuer, parce qu'elles fluctuent de fait, qu'on traverse toujours une période différente et de parler de cette période-là comme elle est, avec le temps dont on dispose. Parfois c'est 1 minute, parfois c'est 2 heures. Ça permet de créer quelque chose de totalement différent avec les gens, de créer des Je t'ai liens pas plus posé la forts. question justement, Théo, comment ça va? Ben, ça va bien. Et là, je fais l'erreur. Et non, évidemment, moi, ça va. Comme je te le dis, aujourd'hui, ça va bien. Et en quoi ça va bien? Ça va bien parce que je suis aujourd'hui dans une période dans laquelle mon entreprise sort la tête de l'eau et il y a quelques mois de la rentabilité. Donc, particulièrement aujourd'hui, ça va bien et ça va même mieux qu'il y a quelques mois parce que je trouve de l'énergie dans le fait qu'on est en train de passer la ligne d'arrivée, ou cette ligne d'arrivée qu'on s'était fixée, qui est importante pour stabiliser, pour solidifier notre entreprise et notre mission, qui est le retour à la rentabilité. Ça va bien parce que ça va bien dans ma vie personnelle. Ça va bien parce qu'on est vendredi, que j'ai hâte d'être en week-end. Ouais. Bref, pour toutes ces raisons dont on a parlé. Est-ce que tu as les moyens de trouver que ça aille bien, même si à l'extérieur ça va pas si bien que ça finalement? Si l'organisation va pas bien, est-ce que toi tu vas pas bien également, ou est-ce que ça t'a fait directement, ou est-ce que tu as trouvé des moyens finalement Mais de te dissocier? tu me parles du chemin, comment je me rapproche encore de moi et comment j'arrive à dissocier. Effectivement, j'ai commencé à apprendre déjà à parler de mon entreprise, Each One, qui est ma première boîte, qui est mon bébé. De parler de cette entreprise, pas comme l'entreprise de ma vie, pas comme le seul bébé que j'aurai, mais comme une entreprise. Mmh. Et déjà de me dire qu'en fait, dans quelques années, probablement, il y en aura d'autres et que j'aurai peut-être 10 vies. Et à la fois, ça fait du bien de se dire qu'on va peut-être avoir 10 vies parce que ça met moins de pression sur la vie qu'on est en train de vivre. Parce que si là, elle s'arrête, ça veut pas dire qu'on est mort, ça veut dire qu'en fait, on va juste renaître autrement. Et donc, ce faisant, j'ai un peu démystifié l'échec. Mais je reste évidemment extrêmement impacté par la situation de l'entreprise et dans les moments de grande fatigue. Forcément que ça va parfois mal. Et c'est pas grave d'aller mal, et d'ailleurs je le dis. En revanche, à la question est-ce que tu es heureux, je réponds toujours oui. Et donc je fais une distinction entre mon humeur, l'émotion que je sens au quotidien. Ça peut être la joie, la sérénité, l'excitation, l'enthousiasme, la tristesse, la mélancolie. Mais je répondrai dans tous les cas à la question es-tu heureux? Oui, je suis heureux parce que je suis en mouvement de stabilité, de double validation de mes choix. Je dis oui 2 fois, oui au moment où je me lève et au moment où je réamorce le mouvement de ma journée, et oui au moment où je réexerce la liberté en validant le choix que j'ai fait il y a quelques années de créer un projet, en validant le choix que j'ai fait il y a quelques années en m'engageant dans une relation, etc., etc. Et donc, c'est ça pour moi qui fait mon bonheur, c'est cette stabilité de choix, cet ancrage, cette acceptation, cette double acceptation au fait que je suis en train de vivre ici et maintenant. Et parfois, je suis extrêmement triste et affecté par une relation, par un état de mon entreprise, et heureux. Et c'est important de faire la distinction. Théo, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle? On voit que toi, tu es passé par toutes ces étapes, tu as beaucoup pensé ce cheminement, ces transformations. Pour quelqu'un qui débuterait, en fait, ce serait quoi les conseils que tu aurais à lui donner? D'aller voir un psy. Non, c'est pas que ça, mais je le redis, et je vois que ça se démystifie depuis des années. Aller voir un psy, c'est bien, et c'est bien d'aller voir un psy, pas forcément quand ça va pas bien, mais quand ça va bien aussi. Il est jamais trop tôt, pour le coup, pour se poser la question de la connaissance de soi. Je trouve que c'est intéressant de voir tout ce qu'on embarque de nos parents et pas que avec nous, qui est là dans nos comportements, dans la façon dont on réagit au stress, et pourtant qu'on ne comprend pas. C'est fou de voir à quel point on se subit soi-même et à quel point on se tend ses propres pièges pendant des années. Et je trouve que c'est bien d'identifier ces pièges-là parce que ça fait beaucoup de bien, ça rend la vie plus légère et ça facilite tout le reste. Donc je dirais oui, aller voir un psy, s'intéresser à ces sujets, trouver son lieu aussi de flow. Je trouve que c'est important dans sa vie, pas nécessairement d'avoir une passion, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une passion, mais de trouver des endroits dans lesquels on est dans le flow, parce que dans ces endroits dans lesquels on lâche prise, quand on est historiquement comme moi, plutôt une personne qui est dans le contrôle, qui analyse aussi. Je trouve que c'est intéressant de se reconnecter à cet état d'être, à ce présent que le flow peut permettre par la pratique de la musique, par la pratique du sport, par le jeu le plus enfantin possible. C'est cet enfant intérieur qu'on retrouve quand on est dans le flow et qui nous aide parce que il est vrai, lui il est jamais dans l'erreur. Et après, je pense que
c'est important, et je le vois aujourd'hui pour les personnes qui cherchent leur chemin. Je vois beaucoup de personnes se poser la question de leur orientation professionnelle, de voir comment ils peuvent faire rimer leur vie professionnelle avec leurs convictions personnelles, et essayer de voir comment faire le meilleur usage de leur temps de vie, finalement, dans cet équilibre difficile, sans culpabiliser. Et donc c'est important, de pas culpabiliser, effectivement, de sortir de ces mots que j'entends ma mère trop souvent, parfois encore prononcer, oui, mais je sais pas si j'ai l'énergie, je sais pas si j'ai la force, je sais pas si on m'accordera cette valeur, je sais pas si c'est pour moi. Mais oui, en fait, c'est pour vous. C'est pour vous. En fait, prenez. Il faut accueillir cette abondance. Donc, prenez déjà. Arrêtez de vous poser la question si vous pouvez prendre. Prenez. Pour paraphraser un certain Théo Skubla, tout est possible. Et tout est possible. À quoi ça ressemble la suite du chemin Théo? Est-ce que tu l'as imaginé? Alors déjà, effectivement, il y a la réussite, le retour à la rentabilité de cette entreprise qui est imminent. Et c'est important pour nous parce qu'on a levé beaucoup de fonds, et c'est aussi ce qui nous permet de dire à nos investisseurs, mais à tout le monde, vous avez eu raison d'investir dans ce projet, parce que ce projet, effectivement, est un investissement, c'est pas un coût pour la société. Accompagner des personnes réfugiées, des personnes éloignées de l'emploi vers un métier durable, c'est gagnant pour tous, et c'est gagnant aussi pour nos investisseurs. Et en fait, tout ce projet est vertueux en soi, pas un sacrifice pour la réussite des uns ou des autres. En fait, il n'y a pas de sacrifice dans l'histoire. Et c'est important, effectivement, de se dire qu'on peut y arriver sans sacrifier quelque chose. Et après, dans les prochaines années, on a un développement territorial qui est important. On va continuer. Aujourd'hui, on travaille avec 70 grands groupes qui nous permettent d'accompagner plus de 1000 personnes sur 500 000 heures de formation. Voilà. Et donc, on va aller plus loin parce que on a fait le premier bout du chemin. On a réussi à faire une vraie preuve de concept, à faire un premier passage à l'échelle. Il tout reste encore à faire, en fait. Et donc à engager l'économie dans cette pratique d'ouverture, qui est pas juste une pratique d'ouverture pour la beauté du geste, mais qui est une pratique d'ouverture qui est belle socialement, qui est belle économiquement, qui fait le bien et qui fait du bien, voilà, pour tous. Et puis à la suite de ça, le jour où elle atteindra sa taille de maturité, il faudra passer en mode gestion. Alors là, dans ces cas-là, je partirai et je créerai une nouvelle entreprise, peut-être très différente, ou peut-être que je ferai une école de jazz pour devenir producteur ou artiste, ou peut-être que je m'engagerai dans la société ailleurs. J'ai hâte de voir aussi où ça va m'amener, mais ce que je sais aujourd'hui, et ce que je me suis dit au passage de mes 30 ans, il y a 2 mois, c'est que je voulais en tout cas essayer de rester connecté à ma singularité, pas essayer de copier-coller un schéma par peur de déroger à la règle, ou parce que j'ai une envie de sécurité financière. Donc je me suis surtout dit, voilà, ne cède pas au défensif dans tes prochaines années, cultive sa singularité, et en cultivant ta singularité, tu vas régler toutes tes peurs, parce que tout le reste va suivre. C'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, d'écrire des histoires, peu importe laquelle. Super. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te tient à cœur de partager avec nos auditrices et auditeurs qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais partager? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a un peu l'impression d'être bloqué. On se réfugie dans cette idée que nous sommes en déclin, nous, que l'Occident, l'Europe est en déclin, que ça va mal dans la conjoncture. Et c'est facile de se réfugier là-dedans, on se le répète et après ça tourne en boucle. Et donc dans cette période dans laquelle effectivement on peut avoir tendance à céder au pessimisme, il faut ouvrir des espaces. Et pour ouvrir des espaces, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Ichuan par ailleurs, j'ai compris qu'il fallait être décomplexé. Et pourquoi? Parce que il faut rapprocher des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Et le jour où on prend des opposés, ça peut être des personnes, ça peut être des idées, des concepts, et qu'on les met ensemble, eh bien, il y a des nouveaux possibles qui s'ouvrent. Et ces nouveaux possibles, ce sont des trajectoires de société. Pour nous, ça a été de réconcilier l'argent et le sens. Tisser des troisièmes voies, rapprocher des opposés, c'est indispensable pour créer des espaces dans la société. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, ce qui me porte, et qui, je pense, qui me portera pendant longtemps dans ma vie, en tout cas, cette volonté de créer ces espaces de liberté pour tracer des chemins. C'est ce que j'ai détaillé dans le livre que j'ai écrit il y a 2 ans qui s'appelle Le Grand Rapprochement, et ce que j'aimerais qu'on soit plus nombreux à faire. Voilà. Très bien, merci de ce partage. Alors Théo, avant de se quitter, il y a une tradition dans ce podcast, c'est que je vais te proposer une série de questions que j'appelle les questions mitraillettes. L'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Oui, et je suis extrêmement nul à ça, c'est génial, ça va m'entraîner. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Le Voyageur imprudent de Barjavel. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? L'homme révolté de Albert Camus. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? J'écoute beaucoup une musique qui s'appelle Endless Summer de John Scofield, un guitariste de jazz. Quelle est ta citation préférée? Encore Albert Camus. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être encore plus belle, elle est d'éviter qu'il ne se défasse. Quelle est la personne qui t'inspire le plus?
Ce sont en général souvent des musiciens et des artistes très libres. J'ai pas un nom qui me vient en tête. Ça pourrait être Michel Petrucciani, ce pianiste de jazz qui a fait mentir le destin. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Quand j'étais petit, je voulais devenir astronome, celui qui étudie les étoiles, le ciel, l'espace. Comment commences-tu ta journée? Avec une grande difficulté. C'est jamais la même façon, mais c'est toujours laborieux. Quel talent aimerais-tu avoir? J'aimerais être un aussi grand improvisateur que Julien Lage, un guitariste qui m'inspire énormément. Quelle est ta plus grande force? Je pense la détermination. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? La sensation de communier, d'être avec les gens, d'être connecté. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, c'est un conseil de monsieur Laurent Dassault que j'ai rencontré à Louis-le-Grand, qui à la fin d'un entretien qui s'était bien passé m'a dit « Monsieur Scubla, gardez votre accent. Quel est ton meilleur remède contre le stress? L'art, la musique. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que je n'ai pas besoin d'en faire autant. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Les injustices, ou plutôt cette idée qu'on a toujours l'impression et qu'il y a des gens qui croient que l'injustice va toujours se refermer sur eux. C'est pas vrai. On peut faire mentir l'injustice. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Une conviction abstraite et pourtant que j'emporte partout avec moi, on en a parlé, tout est possible. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? J'aimerais qu'on me dise que j'ai ouvert des chemins, que ça a libéré de l'espace et que ça nous a fait du bien. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Celui de l'action et par l'action de la connaissance de moi-même. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Je continuerai, mais un peu plus léger, tout droit. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Dis ce que tu ressens. N'hésite pas à parler de tes émotions et sois toi-même. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? J'aimerais bien entendre Mathieu Dardaillon, une personne dont l'énergie, la sérénité et la pensée très systémique m'inspirent beaucoup. Et il vient d'écrire un bouquin sur le chaos, c'est ça? Ça s'appelle Anti-Chaos. Anti-chaos. Anti-Chaos, c'est ça. Super. Merci infiniment, Théo. Merci à beaucoup toi. pour ton témoignage inspirant et bon retour et bonne suite du chemin. Ouais, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Théo. Premièrement, il n'est jamais trop tôt pour se poser la question « Qui suis-je » Plus tôt nous engageons ce dialogue intérieur, plus tôt nous devenons auteurs de nos chemins. Deuxièmement, avoir une vision, ce n'est pas un luxe de privilégié, c'est notre ligne de vie quand tout tangue. Quand le doute s'installe, s'accrocher à sa vision, c'est s'offrir une boussole intérieure qui dépasse les turbulences du moment. Troisièmement, se transformer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est enlever les couches, les injonctions, les peurs, pour retrouver la clarté de qui nous avons toujours été. Quatrièmement, l'état de flow est une reconnexion à l'enfant en nous. Quand nous jouons, nous créons, nous oublions le temps, et c'est là que nous sommes pleinement nous-mêmes. Et enfin, nous devons désapprendre à tout résoudre par la force du mental. Se reconnecter à son corps, c'est redevenir entier. Il n'y a pas de transformation sans incarnation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.